Bienvenue chez Movies, l'émission des amoureux et des amoureuses de cinéma à voir en salle. Préparée, présentée et mise en boîte, comme d'habitude, par l'élégant Patrick Servel. Merci Hervé. Alors, les films du jour, il y en a 7. D'abord, une plongée dans la communauté tamoule parisienne avec le thriller Little Jaffna. Little Jaffna, c'est une enclave parisienne accueillant les exilés du Sri Lanka. Ensuite, un drame historique roumain, ce nouvel an qui n'est jamais arrivé. Et ce nouvel an, c'est celui de 1990, les quelques jours précédents ayant vu la chute du président Ceausescu, évoqué ici à travers le destin croisé de quelques habitants de Bucarest. Non sans humour d'ailleurs. Le réalisateur canadien octogénaire David Cronenberg, plus que jamais obsédé par la mort et les transformations du corps via la technologie, récidive dans son dernier opus Les Linceuls, starring Vincent Cassel et Diane Kruger. Ghost Light, une thérapie par le théâtre à Chicago. Patrick nous dira ce que c'est que cette lumière fantomatique. Ensuite, Tu ne mentiras point, un mélodrame irlandais porté par l'acteur Cillian Murphy. Plus une comédie française, Le mélange des genres, sortie il y a quelques semaines, dont j'attendais un peu, voire beaucoup, et qui finalement déçoit largement. Elle sera donc dans notre rubrique un peu vacharde. On aurait aimé, mais ce n'est pas le cas. Dans cette même rubrique, une série noire rurale britannique qui faisait pourtant envie, c'est Le Clan des Bêtes. Et si on mixe le titre, les 7 titres des films commentés, ça nous donne le début d'un film horrifique. Il va oser encore. Dans les catacombes de Little Jaffna, lors de ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, les hommes défunts du clan des bêtes, qui ne pratiquent pas le mélange des genres, agitent leur linceul dans la lumière fantomatique, tout en psalmodiant « Tu ne mentiras point ». Bref, ça fout les chocottes, non ? Bon, je crois, Patrick, que tu nous parles en premier de ce fameux Ghost Light, c'est bien ça ? Tout à fait, mon cher Hervé. Alors, ce Ghostlight, le dossier de presse nous éclaire un petit peu, il nous donne quelques informations sur ce que sont ces Ghostlights. Alors, dans les pays anglo-saxons, l'expression désigne les veilleuses. Alors, généralement, elles sont sur des trépieds qui restent allumés au centre des scènes de théâtre et cela pendant la nuit. Alors, pourquoi sont-elles là ? D'abord, c'est pour des raisons de sécurité. Elles empêchent que les personnes qui ouvrent le théâtre ne tombent de scène quand ils sont dans l'obscurité totale. Mais les Ghostlights ont surtout une dimension, disons, superstitieuse dans l'univers du théâtre. Elles sont censées être là, par exemple, pour apaiser les fantômes qui hantent dans l'imaginaire populaire les théâtres. Ça leur permet notamment de jouer sur scène la nuit et ainsi d'éviter qu'ils ne sabotent les prestations des vivants pendant le jour. Mais donc ce sera un film sur le théâtre. Oui, tout à fait. Et c'est surtout pendant le confinement lié au Covid-19 que les Ghostlights, là, elles ont été très symboliques parce qu'elles sont restées allumées pour montrer, en fait, une sorte de symbole de la résistance du spectacle et de la résilience par rapport à cette pandémie. Alors, dans le film donc qui nous intéresse aujourd'hui, Ghostlight, un film de Alex Thompson, on retrouve Dan qui travaille sur des chantiers de voirie à Chicago et un jour, un peu par hasard, à la suite d'un moment, disons, d'égarement, il va rencontrer Rita, un petit bout de femme qui va l'inviter à se mêler à la troupe de théâtre amateur qui est en train de répéter dans un cinéma désaffecté une pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. Alors là, sans prévenir les siens, il va
doucement se laisser apprivoiser et il va intégrer la troupe. Ce que vous entendez là, c'est Hervé qui oublie quand même qu'on est à l'antenne. Alors, Dan, on sent qu'il a un besoin de se reconstruire. Bon, c'est sûr, hein, c'est évident, suite à un événement traumatique dans la vie de toute sa famille. Et disons que dans Ghostlight, le théâtre va agir un peu comme une catharsis du deuil. Hein. C'est pas le premier film où la reconstruction après une tragédie est proposée, mais ici, on est face à une approche assez intimiste et nuancée. Le réalisateur, Alex Thompson, là, nous donne un film réalisé avec une grande délicatesse. Il nous plonge, dans une histoire de résilience où, en fait, le théâtre devient un refuge et aussi une thérapie pour des personnes qui sont fracturées par la douleur. Alors, bien sûr aussi que le fait que la pièce de théâtre soit Roméo et Juliette est loin d'être anodin, puisque ça permet de faire de la pièce de Shakespeare un miroir du deuil qui dans lequel se retrouve Dan. Et là, on va suivre Dan qui va s'immerger dans son rôle, et là, le théâtre va agir un peu comme un catalyseur, je pourrais dire, dans son processus de guérison. Alors, c'est un film sur la guérison, sur la rédemption, sur la résilience, sur comment on peut vivre un deuil, mais aussi, bien évidemment, c'est un film sur le théâtre, le théâtre qui propose une forme d'expression à tous ceux qui ne peuvent pas forcément verbaliser tout ce qui leur arrive dans la vie de tous les jours. Et là, en tout cas, moi j'ai retrouvé que les émotions sont assez sublimées, et sur scène on retrouve et c'est ce qui peut être intéressant, c'est souvent des non-dits. Les non-dits sont des formes d'expression. Alors, moi j'ai trouvé que le film est, je l'ai déjà dit, très très subtil, assez épuré, pas de dramatisation à l'outrance, mais on a des petites touches, et puis on va suivre Dan qui va se dévoiler de plus en plus avec le travail qu'il est en train de faire lui-même. Donc on évite, le réalisateur réussit à éviter le pathos forcé qu'on pourrait avoir avec une telle histoire. Alors on a aussi, d'un point de vue cinématographique, un choix de couleurs, d'éclairage qui font partie intégrante qui dans l'ambiance de ce film. On a ces pénombres de scènes de théâtre qui contrastent vraiment avec la vie de la rue, puisque on le voit travailler sur des chantiers. Il y a vraiment cette opposition entre ces deux mondes. Et puis on a des acteurs qui sont assez bouleversants. Celui qui joue Dan, c'est Keith Kupferer. Là, je trouve qu'il a une performance assez forte. Tu le connaissais, non ? Non, lui, ça me dit rien. En tout cas, je l'ai pas reconnu. Et j'ai trouvé qu'il avait, quand on le voit avec son corps là un peu voûté, les hésitations qu'il a dans la parole, moi, j'ai trouvé qu'il arrive bien à retranscrire ce que peut ressentir une personne qui est dans la situation dans laquelle il est. Alors, le reste du casting aussi est intéressant. On a cette femme, petite bonne femme, qu'on avait déjà vue. C'était dans le film Sans filtre. Et là, on la revoit. Moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était très sensible, authentique. Alors, certains pourraient dire que c'était peut-être un petit peu lent. Il n'y a pas des rebondissements toutes les 3 minutes. Mais je trouve que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'a voulu nous présenter le réalisateur. Bon, aussi, certains diraient, d'avoir choisi Roméo et Juliette, vu ce qu'il a vécu, c'est peut-être un peu facile. Bon, on s'en fiche un petit peu. Ça permet d'avoir, je trouve, un beau film. Et donc là, on a souvent ce qu'on met en opposition cinéma et théâtre. Et là, je trouve qu'il y a une belle osmose qui se passe pour ce film, donc Ghostlight. Tu l'as vu toi aussi ? Oui, cette lumière fantôme, c'est une ode émouvante au théâtre et puis à l'art en général, comme vecteur de reconstruction des âmes blessées. Alors ça m'a évoqué, alors dans un style tout à fait différent, mais finalement sur la même thématique, un film français d'il y a 2 ou 3 ans, Un Triomphe, qui parlait d'une expérience théâtrale cathartique aussi, et là c'était en milieu carcéral. Ou alors plus ancien, il y a eu aussi L'Esquive d'Abdelatif Kechiche sur le montage de la pièce de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard,
par des adolescents de banlieue. Bon, on peut dire que préparez vos mouchoirs quand même, mais bon, c'est beau de pleurer au cinéma, non ? Oui, et en ce qui te concerne, est-ce que tu vas nous faire pleurer avec, avec des linceuls quand même? C'est pas gay, oui. Avec, les linceuls. C'est le dernier film de Cronenberg. Ouais. Cronenberg. Oh, qu'il est bête. Les linceuls de David Cronenberg, réalisateur, scénariste, producteur et à l'occasion acteur canadien, moi que j'affectionne particulièrement. C'est un peu le spécialiste de ce qu'on appelle le body horror movie, c'est-à-dire que sa filmographie qui est volontiers transgressive et malaisante, évoque très souvent le corps humain et ses transformations sous des aspects monstrueux et angoissants, avec la science-fiction pour prétexte souvent. Et ça dès le début, hein. Il y a eu Chromosome 3 ou Scanners, et puis après La Mouche, bien sûr, Crash, Existence, et son précédent, Les Crimes du futur. Bon, il a aussi fait d'autres types de films, hein, qui ne parlent pas de ça directement, mais où les corps sont là aussi bien malmenés. Alors, dans Les Linceuls, on retrouve les obsessions du réalisateur à mêler morale, biologie et technologie, avec un côté moins graphique que d'habitude, je dirais plus cérébral, j'ai trouvé. Alors, on a Karch, businessman de la cinquantaine, inconsolable depuis le décès de son épouse. Il a mis au point un système high-tech qui permet aux vivants de voir leur chair disparue inhumée, enveloppée dans des linceuls truffés de capteurs électroniques. Ça s'appelle Grave Tech, qu'on peut traduire par tombeau connecté. Bon, et c'est pas très ragoûtant, hein, car on peut observer en temps réel la décomposition des corps de ses proches décédés. Oui, je vois Patrick qui fait la grimace. Alors, une nuit, plusieurs tombes sont vandalisées, dont celle de sa femme, et il va mener l'enquête pour trouver les responsables. Alors, il y a si je peux dire, il y a à boire et à manger dans ce film. Hein. Les aspects positifs, c'est la thématique forte et assez universelle sur le deuil et la relation aux défunts, que là, il pousse très loin. Alors, à cet aspect quasi philosophique, Cronenberg a ajouté des commentaires bien vus sur la modernité de notre société actuelle et future, l'ultra-connectivité, l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Karch, par exemple, il a un assistant virtuel qui est un avatar électronique de son épouse, mais cet avatar est susceptible d'être manipulé. Et l'un des personnages est visiblement inspiré d'Elon Musk. On y trouve aussi des références très contemporaines au conspirationnisme, à l'écoterrorisme et à la géopolitique, puisque le système inventé est convoité par les Russes et les Chinois pour en faire éventuellement un usage détourné. Alors tout ça est assez complexe, hein, mais très intéressant, et enveloppé d'une musique sépulcrale et hypnotique de quelqu'un qui s'appelle Howard Shore, compositeur attitré de tous les films de Cronenberg, et il est aussi le maître d'œuvre des bandes-son de la trilogie, par exemple, du Seigneur des Anneaux, et de plusieurs films de Martin Scorsese. Alors, les aspects les moins convaincants, c'est que j'ai trouvé le film trop bavard. On se noie un peu dans de longs dialogues explicatifs et également trop statiques. Cronenberg nous avait habitués à plus d'action et plus de tension qui manque ici. Tout ça est très bien fait, hein, et plastiquement superbe, mais j'avoue m'être ennuyé parfois. Alors, en Karch, on a Vincent Cassel. Vincent Cassel, dont la filmographie internationale est de plus en plus étoffée. Il a d'ailleurs déjà tourné 2 fois avec Cronenberg. Hein. Je l'ai trouvé plutôt sobre, ce qui pour moi est un compliment pour lui. Hein. Il est ici une sorte de sosie, un alter ego de réalisateur, hein, avec élégante chevelure grise en brosse, manière d'un télo dandy et zen, mais en plus jeune. Hein, Cronenberg a plus de 80 balais quand même. Hein. C'est assez frappant et ce n'est sans doute pas un hasard cette ressemblance. Hein. Le réalisateur a perdu son épouse il y a quelques années, et on devine que son film résonne avec son histoire intime. Alors il y a Diane Kruger, elle est aussi de la partie, elle joue même un double et même un triple rôle, mais franchement je trouve qu'elle fait un peu de la figuration
de la figuration souvent nue d'ailleurs, car ces personnages sont peu développés. Donc pour finir, C'est Linceul, histoire de pompe funèbre futuriste. C'est une œuvre à tonalité mortifère ou morbide, forcément avec un titre et un sujet pareil, qui a un goût un peu de chant du cygne, mais malheureusement pas tout à fait réussi. Dommage. Moi, je suis un peu déçu, mais je précise que ça reste quand même le haut du panier dans la catégorie film horrifique, cérébral et classieux. Remarque, c'est pas trop commun comme genre cinématographique. Cronenberg, il n'y a pas trop de concurrence dans ce domaine-là. Jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. La Rua Madureira, belle chanson dramatique aux harmonies brésiliennes, signée Nino Ferrer et millésimée 1969, qu'on a eu l'idée de passer en l'écoutant dans Mikado, film sorti il y a quelques semaines, avec une famille nomade en camping-car, accueillie pour un temps par un prof solitaire et dont j'ai dit du bien la dernière fois. Alors Nino Ferrer, italien d'origine, ça je savais pas, en plus d'une discographie très originale, a aussi, on le sait moins, eu une petite carrière d'acteur en Italie et en France, chez Jean-Pierre Mocky par exemple. La chanson entendue a été créée lors du tournage de Un été sauvage, film que réalisait l'écrivain Marcel Camus avec Nino Ferrer et Juliette Berthaud dans les premiers rôles. Il y a aussi, j'ai vu Pierre Perret dedans. Curiosité que j'aimerais bien voir un jour. Maintenant, de quoi on parle ? Tu ne mentiras point, Patrick, c'est ça ?
Non, c'est pas mon genre. Alors là, dans ce film, on a Bill que tout le monde connaît dans cette petite ville. Alors, à défaut de dire que c'est un honnête homme, on peut aisément dire que Bill est un homme empathique. Tout le monde le connaît. Et donc dans cette toute petite ville d'Irlande. C'est un petit entrepreneur, lui il livre de la tourbe, du charbon chez les habitants, et il fait tout ce qu'il peut pour maintenir sa petite entreprise, la maintenir à flot, et puis il subvient aussi avec beaucoup de courage et de travail aux besoins de sa famille. Dans les années 80, nous sommes en Irlande, donc pays, on le sait, très religieux. Et comme tu le sais, Hervé, dans les 10 commandements, le 8e dit qu'il est interdit de déformer la vérité. Donc on peut traduire aussi « Tu ne mentiras point ». Donc c'est le titre de ce film français, film de Tim Mielens. Français ? C'est le titre français. Ah, non, t'as dit le titre du film français. Le titre français du film. Ah, d'accord. Bon. J'ai compris. Non, mais il aime bien me reprendre comme ça devant tout le monde. C'est un peu son truc. Parce que le titre original, est-ce que tu le connais ? Oui, c'est Bring Them Down. Non, non, c'est Small Things Like This. Ah oui, des petites choses comme ça. Des petites choses comme celle-là, qui, donc, comme tu viens de le dire, que l'on peut traduire comme des petites choses comme celle-là, comme celle-ci. Et moi, je trouve que là, le titre français, finalement, il est pas mauvais. Pourquoi ? Parce que le Bill que l'on suit, un jour, lors d'une livraison dans un couvent, le couvent du coin, il va découvrir ce qu'il ne savait pas forcément, ou peut-être ce qu'il ne voulait pas savoir. En fait, le couvent héberge des jeunes filles qui ont traversé du mauvais côté de la route, et qui se sont retrouvées enceintes, et ce, hors mariage. Cet événement va faire ressurgir chez Bill des choses dans le passé, des souvenirs qu'il souhaitait peut-être enfouir. On va avoir, pour nous éclairer un petit peu pendant le film, quelques flashbacks qui expliqueront peut-être, en tout cas en partie, de ce qui a pu se passer dans sa vie de jeune garçon. Alors il y a plusieurs raisons qui m'ont fait aimer le film. D'abord, on a un scénario qui est assez habile, il se sert de l'enfance de Bill pour la confronter à la réalité de ces couvents que l'on a plus souvent connus sous les couvents de la Madeleine. Alors un couvent de la Madeleine, c'était quoi ? Eh bien c'était des blanchisseries qui désignaient des institutions à l'origine protestantes, mais qui à la fin seront essentiellement catholiques, qui étaient destinées en principe à la rééducation de femmes perdues, de fallen women. Et la première institution, elle a quand même commencé en 1758, et ça a fonctionné dans beaucoup de pays d'Europe, Royaume-Uni, forcément, donc aussi bien en Irlande, après en Suède, Canada, et ça a traversé, puisque ça a été jusqu'au Canada, et même jusqu'en Australie, et ça a duré pendant tout le 20e siècle. Et en fait, c'était des endroits qui incarnent l'abus de travail de jeunes et d'enfants, et ça a été repris, on a vu un peu des équivalents en France, c'est-à-dire qu'il y avait le pouvoir, le pouvoir public qui utilisait un peu ces endroits comme, à la limite, un peu des maisons de correction ou des prisons. Voilà ce que l'on sait. On sait aussi qu'il y a eu quand même près de 30 000 femmes qui ont séjourné. Alors, la plupart étaient des adolescentes. Elles étaient placées dans ces institutions, et des fois pour un motif, mais complètement futile. Et dans ces endroits, elles étaient contraintes de travailler sous la direction de nonnes. Et celles qui avaient des enfants, on leur enlevait les enfants. Oui, et les enfants ensuite pouvaient être placés. Il faut quand même savoir que le dernier couvent a fermé en 1996. Donc, à partir de cet élément quand même puissant, le réalisateur nous crée une ambiance qui est somme toute assez pesante et aussi immersive. Comment il le fait ? Avec les décors, la lumière, les cadrages. Moi, j'ai trouvé qu'il arrive bien à retranscrire le climat,
de silence et de non-dit autour de ce scandale des couvents de la Madeleine. Je voudrais pas faire un parallèle, mais on a actuellement d'autres scandales dans le sud-ouest de la France qui pourraient aussi avoir de telles comparaisons. C'est-à-dire tout le monde sait, mais personne ne dit rien. On a l'interprétation très forte de Cillian Murphy. Donc souvenez-vous, c'est celui qui était dans la série Peaky Blinders. Oui, Peaky Blinders. Super. Et d'ailleurs, le réalisateur du film est d'un des réalisateurs de certaines des épisodes de cette série. Et puis il y a 2 ans, il était il était Oppenheimer. Ouais. Bon, moi j'ai trouvé dans le film, il y a la mise en scène est assez subtile, beaucoup de détails, et plutôt que d'avoir là aussi, comme souvent des narrations qui sont très explicites, là on a des ellipses, on a des choses qui nous permettent, nous spectateurs, de réfléchir un petit peu. On a des flashbacks, mais comme je le dis, assez elliptiques. Tout ça pour que pour que le cerveau de nous spectateurs puisse encore fonctionner. Ouais. Là encore, certains comme pour Ghostlight diront que le rythme lent, austère, que on s'intéresse plus au protagoniste et à son histoire plus qu'à finalement à ses couvents, mais je trouve que c'est assez intelligent. Donc tu ne mentiras point dans le film. Est-ce que Bill devra dire ou non la vérité ? Moi, j'ai trouvé que ce film est un film qui mérite vraiment d'être vu. Et toi, tu l'as pas vu ? Si, j'en ai vu une grande partie. Oui, il va voir que des parties de films. Non, mais moi, j'ai trouvé que le film repose énormément, évidemment, sur Cillian Murphy. Il est toujours intense et magnétique, cet acteur, impressionnant. J'ai quand même trouvé l'ensemble bien sombre, au propre comme au figuré d'ailleurs, parce que j'ai le souvenir qu'on n'y voit pas beaucoup le soleil. Tout est noir, charbon, à l'image du métier du personnage principal. Oui, mais il y a des moments forts où on le voit justement avec ses mains toutes noires qu'il est en train de laver. Ah oui, bien évidemment. Non, mais bien évidemment, on s'en lave les mains. Ouais, donc bon, là, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais je trouve que ça a quand même du sens. Et toi, je crois que tu vas aller nous emmener en Roumanie. Roumanie, années 80. Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé. 20 décembre 1989, les autorités roumaines préparent les festivités officielles du nouvel an, comme si de rien n'était, tandis que la contestation gronde. Tu as bien dit 1989 ? 1989, oui. J'avais cru que tu disais 1789. Ah non. Alors la contestation gronde et arrivent les échos d'une répression féroce, d'une émeute dans la ville de Timișoara. Alors que le régime communiste de Ceausescu est sur le point de s'effondrer, on va suivre sur 24 heures le destin plus ou moins croisé de quelques citoyens de Bucarest, des personnages aux prises avec la censure, le désir d'exil, le besoin de liberté ou la peur permanente de l'appareil d'État. On a par exemple une dame âgée, obligée de quitter à regret sa maison qui va être détruite, son fils qui est membre de la milice politique du pays, une jeune comédienne sommée d'en remplacer une autre venant de faire défection à l'Ouest, et il faut refaire le tournage d'une émission à la gloire du régime et de son dirigeant. On a aussi 2 étudiants, dont le fils du réalisateur du film de télé, qui tentent de fuir le pays en passant clandestinement la frontière, et enfin, un ouvrier et sa famille préparant Noël. Bref, en fait, 6 ou 7 histoires, plus ou moins imbriquées, ce qui fait que le spectateur est un peu perdu au début, mais petit à petit, on s'attache aux personnages et on passe d'un récit à l'autre sans hiatus grâce à la grande qualité de mise en scène. Le tout est filmé souvent caméra à l'épaule, façon documentaire, ce qui renforce l'urgence des situations. D'abord en format presque carré, 4
3, renforçant le sentiment d'étouffement, avant de s'élargir au 16/9 qu'on peut voir comme une métaphore de la liberté qui arrive dans une dernière partie rythmée par le boléro de Ravel. Tu vois que je peux parler format, moi aussi, Patrick, maintenant j'y fais attention. Ah oui, là je suis étonné. Oui. Alors le côté oppressant et paranoïaque de l'ensemble est atténué par des notes d'humour, noir, grinçant, sauf pour le segment sur les deux jeunes, glaçant et dénué de tout aspect comédie. Il s'agit du premier long métrage d'un certain Bogdan Mureșanu, jeune réalisateur, alors qui prend place dans ce qu'on appelle la nouvelle vague romaine, regroupant des cinéastes adeptes d'un cinéma social caustique, revisitant souvent l'histoire de leur pays et puis rencontrant un bel écho, notamment via les grands festivals internationaux. Je pense à Cristian Mungiu avec son 4 mois, 3 semaines et 2 jours, Palme d'Or à Cannes en 2017, et ce nouvel an qui n'arrive jamais a par exemple reçu le grand prix à la section Horizon de la dernière Mostra de Venise. Donc drame historique choral, façon farce tragicomique, passionnante et très réussie, qui se termine par des documents d'archives de la fin du régime liberticide roumain. Beaucoup plus percutant, moi j'ai trouvé, et original que dans la même veine le récent Radio Prague, qui évoquait, lui, la révolution tchèque de 1968. Alors, ironie de l'histoire, à l'heure où la Roumanie, presque 40 ans plus tard, semble actuellement sur le point de se jeter dans les bras de l'extrême droite populiste, sauf sursaut démocratique, c'est évidemment très intéressant d'aller voir ce kaléidoscopique nouvel an qui n'est jamais arrivé. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chi-boom, do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do. Via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Chi-boom, chi-boom, boom. Après Nino Ferrer,
tout à l'heure, un autre Italien, El Maestro Paolo Conte, 88 ans au compteur, hein, avec ce titre célèbre de 1981, entendu dans plusieurs films, c'est pour ça qu'il est là, présent dans un américain de 2007, s'appelait No Reservation, Le goût de la vie en français, en générique de fin, et il est également dans French Kiss de Lawrence Kasdan, où l'actrice Meg Ryan se promène dans les rues de Paris sur l'intégrale de la chanson. Et puis il y a aussi Roberto Benigni qui la chante dans un film dont j'ai oublié le nom. Alors Paolo Conte, il se dit fan de cinéma italien bien sûr, hein, en particulier celui de Fellini, et également américain. Stanley Kubrick par exemple, comme toi Patrick, donc il a très bon goût, hein. Il a d'ailleurs composé quelques musiques de films, ce Paolo Conte. Maintenant, nous allons où ? Eh ben, tout à l'heure, tu nous as donné un titre, donc un titre original qui n'était pas le bon, mais maintenant il devient le bon. Et c'est la rubrique qu'on aurait aimé, oui, mais on n'a pas trop aimé. C'est ça. Voilà. Et c'est Bring Them Down qu'on pourrait traduire. Alors pour ce film qui vient d'Irlande, comment on peut le traduire ? Dans le monde des bergers, hein, des collines irlandaises, ça peut signifier simplement descendez-les, sous-entendu descendez les brebis de la montagne. Mais tout autant, cela peut aussi signifier descendez-les dans le sens tuez-les. Voilà. Bon, ce sera à vous de voir quand vous irez voir ce film. Je vais vous donner le pitch qui est quand même, somme toute, assez court, hein, puisque dans le dossier de presse, c'est formulé de cette façon. Ouvrez les guillemets. Un berger irlandais est entraîné dans un conflit violent avec une ferme voisine lorsque ses moutons sont attaqués par des inconnus. Alors, ça pourrait nous faire penser un petit peu ces violences entre fermes au film, il y avait 2 ans, un film espagnol, Asbestas. Quand on voit le film, la comparaison va vite s'arrêter, parce qu'autant pour le film espagnol, c'était l'élément exogène, hein, qui posait souci, hein, celui qui arrivait. Là, pour l'Irlande, les protagonistes sont tous sur les mêmes terres depuis longtemps, hein, autant les uns que les autres. Hein. Au sein de cette même communauté, on sent que les aigreurs anciennes vont refaire jour, aigreurs, rancunes profondes, sans qu'on sache vraiment pourquoi elles sont là et de façon, on peut le dire, enquistée. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une société patriarcale et c'est, on le comprendra, le père qui finalement pose souci. Mais dans le film, on nous le présente comme quelqu'un d'handicapé, sous-entendu, peut-être assez grossier pour dire que peut-être que le mal est ébranlé et que les choses vont changer. Alors oui, j'aurais aimé le film, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, ne serait-ce que par la présence de Barry Keoghan, que j'avais bien aimé déjà dans Banshees of Inisherin ou dans Bird, je me suis dit tiens, ça va être intéressant. Oui, mais là je peux dire que les 1h45 m'ont semblé bien longues, une durée très longue avec beaucoup de scènes, alors qui sont soit redondantes, soit étirées. De plus, alors ça on le voit dans beaucoup de films, elles sont filmées de nuit, c'est-à-dire que grosso modo on voit rien, et celles quand elles sont de jour, c'est filmé caméra à l'épaule, et donc ça bouge dans tous les sens sans qu'il y ait nécessité d'avoir ça. Autant ça avait du sens, je me souviens, hein, dans les Dardennes avec les Rosetta, là ça avait du sens. Là ça en a beaucoup moins, et puis beaucoup de très gros plans, très signifiants, hein, peut-on dire. Hein. Alors pourtant ce qui était le plus intéressant et qui est esquissé, c'est peut-être d'analyser pourquoi cette toxicité de l'environnement familial se perpétue-t-il. Pourquoi ce père a tant d'aigreur? Pourquoi ce fils a volontairement ou involontairement, on ne sait pas trop, provoqué un accident mortel? On a quelques flashbacks comme ça qui sont saupoudrés pour nous de dire « Eh oui, il s'est passé quand même ça avant, à toi de réfléchir, tu en fais ce que tu veux. » Bon, peut-être la seule originalité de ce film, et pourtant ça a été déjà utilisé, c'est la même histoire, on va la revoir un petit peu racontée 2 fois. La première par un des protagonistes et une seconde fois par l'autre. On nous refait un peu le coup de l'innocence, ce qu'on appelle l'effet Rashomon. Mais tout le monde ne maîtrise pas le procédé, et là c'est le cas.
Et puis bon, le film ne fait pas dans la dentelle, hein, beaucoup de coups, beaucoup de sang. Alors c'est soit entre les hommes ou et avec les animaux. Oui, parce que il le met les deux dans le même sac. Et je divulgage pas, mais il y a un sac dans le film. Enfin, vous verrez si vous allez le voir. Donc il les met tous dans le même sac, les hommes et les animaux. Dans le rôle principal, on a donc Christopher Abbott, qui a la même expression du début jusqu'à la fin. Et puis on a Barry Keoghan, qui là n'est plus un adolescent dans le film. Il joue il est entre les deux. Moi, je l'ai trouvé peu convaincant. Et il y a le père handicapé que l'on retrouve. Alors, quand on le voit, il ressemble beaucoup à Depardieu. Il est assez monstrueux, assez gros. Et c'est celui qui était quand même assez inoubliable il y a très longtemps dans un film qui s'appelait The Commitments. Ah oui. Oui, donc moi, ce Irlandais film, aussi. j'ai été franchement déçu. C'est très violent et la violence peut avoir du sens, mais là, pour moi, elle en a pas. Et puis voilà, c'est étiré et bon. Bah. Et dis-moi, il y a beaucoup de bergers en ce moment au cinéma. Ah, c'est pas du tout les mêmes là. Ouais, il y a Ah, le là, berger la semaine dernière que tu avais mis aussi dans la rubrique. Oui, mais donc j'ai pas de chance avec les bergers. Et il y avait aussi le berger corse, là, je sais plus comment ça s'appelait. Le là. Mohican. Le Mohican, voilà. Moi, je peux pas dire ni de mal ni de bien de ce clan des bêtes pas vu, mais ton commentaire n'est pas très encourageant. Allez-y quand même pour vous faire votre propre opinion, d'autant plus que je sais que ce film a été beaucoup apprécié de certains. Oui. Alors maintenant, c'est à moi. Et toi qui nous parles d'un endroit, un quartier que je ne connaissais pas de Paris, qui s'appelle Jaffna. Little Jaffna, comme il y a Little Italy à New York, il y a Little Jaffna à Paris. Plongée étonnante, donc au cœur de la communauté exilée tamoule, localisée dans quelques rues au nord de Paris, dans un quartier nommé Little Jaffna, donc en référence à Jaffna, qui est la capitale de la province nord du Sri Lanka. On a Michael, jeune policier franco-tamoul. Il doit infiltrer un groupe criminel connu pour ses extorsions et son blanchiment d'argent au profit des rebelles au Sri Lanka, les fameux Tigres tamouls, mouvement séparatiste du nord du pays, considéré pour beaucoup comme une organisation terroriste. Alors, il va gagner la confiance de Aya. Aya, c'est le patriarche chef du gang. Il va intégrer l'organisation tout en transmettant des informations à ses supérieurs de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. On a donc un thriller d'infiltration policière. C'est un classique du cinéma d'action américain en particulier depuis longtemps. Alors sans remonter trop loin, je peux mentionner quelques exemples marquants. Cruising, La chasse de William Friedkin en 81, où Pacino essayait de se fondre dans la communauté gay queer de New York pour mener une enquête sur des homicides. Alors je l'ai revu il y a pas longtemps, il est vraiment impressionnant. Et le film et Pacino. On a aussi Keanu Reeves intégrant un groupe de surfeurs pour piéger Patrick Swayze dans Point Break en 91. Donnie Brasco, 97, un membre du FBI dans la mafia. Bien sûr, Les Infiltrés de Scorsese en 2006 avec Nicholson, DiCaprio, Damon, excusez du peu. Et puis il y a aussi en 2007 Les Promesses de l'ombre de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, undercover dans la mafia russe. On a parlé du dernier Cronenberg tout à l'heure. Alors sacré modèle quand même. Côté français, peut-être Flic ou voyou en 79 avec Belmondo. Alors le code de ce genre de scénario, c'est en général scène d'action, coup de poing, suspense. Film français, il y avait Les Spécialistes aussi. Il y avait aussi une histoire d'infiltration policière dedans. Oui, puisque c'était un mélange d'un ancien truand et d'un flic, un truc comme ça. Bon, alors ces codes, c'est est-ce que la taupe va être découverte, quand, comment, fascination de l'infiltré pour le milieu sur lequel il enquête, perte de repères, interrogation sur sa propre identité, sur le bien et le mal. On va retrouver tout ça dans Little Jaffna, filmé en format scope, avec une grande maîtrise formelle et une énergie débordante. Le polar est doublé d'une étude sociologique, presque ethnographique, qui nous fait découvrir vraiment un milieu étonnant,
peu connu car assez secret. Alors il mêle des problématiques à la fois politiques, sociales et religieuses. C'est une communauté, enfin elle est montrée comme ça à Paris, essentiellement catholique. Alors on découvre ici une société très macho, avec des fêtes assez sauvages et alcoolisées, où les jeunes garçons se sapent et se teignent les cheveux avec des couleurs flashy. C'est vraiment assez étonnant. Jacques Audiard, dans 10 pannes en 2015, avait déjà posé sa caméra sur cette minorité exilée. C'est un certain Laurence Valin qui signe ce premier long métrage particulièrement vif, rythmé et coloré, où il brille au passage lui-même dans le rôle de Michael, donc du policier infiltré. Il s'est entouré d'acteurs pros et non pro. Alors celui qui incarne le parrain Aya est vraiment impressionnant. Je vais donner son nom. C'est un acteur indien. Il s'appelle Vela Ramamurthy, vraiment digne successeur des Corleone, Marlon Brando et Al Pacino. C'est dans ce style-là. Voilà un film français atypique et hybride qui dépote, car fortement inspiré de thrillers italo-américains dont j'ai cité quelques exemples tout à l'heure, mais aussi avec un zeste de Bollywood musclé. Pour moi, un des films à voir en ce moment. Sur la croisette, Nicole Croisy lance un grand rire de pacotille. Que de belles filles. 15 jours à Cannes, tout est possible. Dans les coulisses du festival, pénétré d'un vent de scandale. Le regard d'Élodie Boucher, tu sais que tout peut arriver. À la buanderie du Martinez, tu ne te sens pas très à l'aise. Tu viens juste de rencontrer David Lynch très mal coiffé. Le sable blanc et les palmiers, Catherine Deneuve, 30 ans passés depuis longtemps. Feuille de Noël en bikini avec ton meilleur ami. Où sont donc passées les starlettes qui sont ces salopes en goguettes de malheur sur la côte d'Azur? C'est que jamais rien ne dure. Un sosie de Juliette Gréco hante cette année le Negresco. C'est un jeune dandy décadent qui aime les cocktails au rhum blanc. Dans une voiture décapotable, dans ton beau costume estival, à l'aise dans la démesure, as-tu trouvé l'amour? Au bras d'Isabelle Adjani, tu toises la foule et tu souris. Quelle belle démarche. Tu viens de monter les grandes marches. 15 jours à Cannes, tout est possible. 15 jours à Cannes, tout est possible. « 15 jours à Cannes, tout est possible », titre de 2005 de la discrète autrice, compositrice, interprète Barbara Carlotti. Elle a aussi un pied, ou plutôt un orteil, ou un petit doigt de pied dans le 7e art, comme réalisatrice et actrice de quelques courts-métrages. Alors ce morceau qui évoque David Lynch, Deneuve, Adjani, Faye Dunaway, et fait rimer Élodie Boucher avec Martinez et Juliette Gréco avec Negresco, donc Patrick vient de me dire que ce n'était pas à Cannes mais à Nice, parce qu'il connaît tous les palaces, il n'est pas choisi au hasard, bien sûr, puisque les agapes cinématographiques de Cannes sont proches et on va en être saturé bientôt. On n'en dit pas un mot, c'est dans tous les médias, donc on va pas trop en rajouter, ils n'ont pas besoin de nous. On peut juste dire que cette année, nous n'y serons pas. Ouais, et que le programme est quand même alléchant comme d'habitude. Je tousse, et après c'est à moi.
Oui, parce que toi aussi, tu as le droit de Bah vouloir oui. espérer aimer des films et finalement oui. ne pas les avoir aimés. C'est le cas le mélange des genres. Je l'ai vu car alléché par le casting, sans rien connaître du sujet. L'histoire, une flic évoluant dans un environnement professionnel plutôt macho est infiltrée dans un collectif féministe soupçonné de complicité de meurtre. Alors qu'elle est sur le point d'être démasquée, elle s'en sort en accusant de viol un homme de passage, le genre doux, inoffensif et respectueux des femmes. Voilà pour le début. Alors ça se présente comme une comédie, le film surfant sur les problématiques actuelles post-MeToo concernant le genre, la déconstruction des stéréotypes masculins-féminins, le féminisme radical, la parole de femmes victimes, etc. Mais il s'en mêle les pinceaux et ne dit rien, ou plutôt dit des choses qui m'ont paru désagréables. Voulant ménager peut-être la chèvre et le chou, une bonne partie du scénario oppose un groupe de féministes et un groupe de masculinistes, et ils sont montrés aussi débiles l'un que l'autre. Un exemple d'humour pour situer le niveau. On va voir si ça te fait rire, Patrick. Le gang de filles bras cassés veut monter une opération médiatique en manifestant avec des brebis. Alors je sais plus à quel propos. Et le dialoguiste fait dire à l'une d'elles: oui, mais alors il faut que ce soit des femelles. Oui, bon, on peut sourire, mais ça donne une idée du niveau intellectuel imputé à ces femmes qui sont l'objet d'un ridicule permanent, le ressort humoristique du film étant essentiellement basé là-dessus. Et c'est un peu lourd. Et puis, est-ce vraiment une bonne idée, en 2025, d'imaginer un scénario dont l'intrigue est largement construite sur une fausse accusation de viol ? Pas sûr, du moins avec la manière dont c'est traité ici. Une chose encore qui m'a crispé, le personnage central masculin anti-héros, acteur raté, montré comme un homme déconstruit, comme on dit, éloigné du virilisme, il est affligeant de naïveté, ou même plutôt de niaiserie. Il ne comprend rien à ce qui lui arrive, il est manipulé et méprisé par tout le monde, en particulier par ses enfants, dans une scène qui m'a marqué. On peut pas dire que ce soit une pub pour les nouveaux hommes et les nouveaux pères, bien ridiculisés ici. Bref, j'ai vu un film où on se moque maladroitement et cruellement, surtout des opprimés et des faibles. Mais malheureusement, ce n'est pas la version comédie italienne. L'objet est signé Michel Leclerc, c'est pas l'épicier, c'est un homonyme, qui a à son actif un assez bon film, ça s'appelait Le nom des gens, sorti il y a une quinzaine d'années. Il a aussi commis des épisodes de la série télé à succès Fais pas ci, fais pas ça. Alors dans les rôles principaux du mélange des genres, on a les d'habitude excellents Benjamin Laverne et Léa Drucker. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur partition poussive, mais ils n'arrivent pas vraiment à sauver le tout. Voilà. Alors, outre que le film ne recèle rien d'intéressant d'un point de vue formel, cinématographiquement parlant, avec en plus des ressorts scénaristiques, des successions de quiproquos tirés par les cheveux. Et en ce qui concerne le fond, moi j'ai trouvé ce mélange des genres tout pourri, carrément. D'ailleurs, il y a une justice, car il est presque plus à l'affiche, je crois, par déficit de spectateurs. Donc, il n'a pas aimé, on dirait. Always
Je peux chanter. Non, le micro est ouvert, il me dit je peux pas chanter. On vient d'entendre un titre conçu pour le film 1984, adaptation du roman de George Orwell par le cinéaste britannique Michael Radford, sorti opportunément en 1984. C'est le groupe Eurythmics qui en a écrit la bande originale. Dans l'histoire, les rapports sexuels sont interdits, d'où le nom du morceau Sex Crime. On peut faire une petite rubrique deuxième couche, c'est-à-dire le haut du panier des émissions précédentes, à retrouver en podcast, comme les 450 autres émissions d'ailleurs. Qu'est-ce que tu mets dans la deuxième couche? Moi je mettrais ce film, et c'est rare quand même que ça nous vienne de là-bas, ce film ouzbek qui s'appelle Dimanche, où deux vieux refusent un petit peu. Ils ont raison de rentrer dans la modernité. Forcés par leurs enfants, ouais. Moi, je dis amateur, techno-thriller et film de vengeance très très bien troussé, et adolescence, cette mini-série Netflix anglaise sur un fait divers tragique impliquant un adolescent, fond et forme scotchant. Dans le viseur, peut-être tu auras des films à signaler, mais je voulais placer. Alors moi, il y en a un que j'ai envie de voir. Le film Annonce m'a interpellé, mais je me méfie maintenant de. Rumeur, c'est ça? Il y a Rumeur, et il y a aussi Les Enfants Rouges. Ah oui, Les Enfants Rouges, film tunisien. Ouais, drame tunisien à partir d'une histoire réelle et tragique et sanglante. Et donc Rumors, Nuit blanche au sommet, oui, une satire politique de quelques grands de ce monde avec. Tu as vu le casting assez curieux. Il y a Cate Blanchett d'un côté et puis Ménochet de l'autre. Alors il y a bien sûr, comme ça va être Cannes, alors là on est aussi intéressé par les films dont celui qui va faire l'ouverture, Partir un jour. Ouais. Là on n'en sait absolument rien. Moi j'en sais des choses. Non, tu n'as pas pu le voir. J'ai vu la version raccourcie puisque c'est un court-métrage rallongé avec les mêmes acteurs, Sébastien Bouillon et Juliette Armanet. Mais j'ai envie de voir le long maintenant. Alors il y a Marco, alors drame historique. Tu l'as vu toi déjà? Ouais, l'histoire vraie d'un faussaire espagnol qui s'est laissé passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, et c'est vraiment passionnant. Il y a un nouveau festival ou un truc comme ça. Alors je voulais en parler, à signaler donc dans ce viseur également, un mini-festival à Bordeaux organisé conjointement par la librairie Mola et le cinéma Utopia. Première édition de Lire le cinéma. Qu'est-ce que c'est que ça? Une poignée de classiques du 7e art et quelques pépites rares associées à la présentation d'ouvrages sur le cinéma et sur ces films en particulier par leurs auteurs. Alors, quelques films du programme et les livres qui leur correspondent. The African Queen de John Huston, Sur la route de Madison de Clint Eastwood avec des ouvrages sur Clint Eastwood, Shining de Kubrick avec un bouquin aussi sur Kubrick et d'autres, Hitchcock, Antonioni, etc. À noter sur les tablettes donc des Bordelais, c'est du 22 au 25 mai, voire programme chez Mola ou Utopia. Il reste le temps de quoi faire? Certainement de pouvoir dire au revoir et puis certainement à bientôt, et aller dans les salles de cinéma, même quand il fait beau, aller dans les salles de cinéma, là que le cinéma est le mieux. Oui, parce que quand il fait chaud, c'est climatisé, c'est frais, puis on peut manger des glaces.